et bienvenue dans ce webinaire du CNCH. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi le professeur Pascal Defaille du CHU de Grenoble. Nous allons parler d'actualité, de nouveautés de cette année 2021, de ce début d'année 2022. Nous parlerons notamment de dépistage de l'AFA. Ce webinaire a reçu le soutien institutionnel de l'Alliance BMS Pfizer, que je remercie encore pour le soutien institutionnel à un certain nombre de webinaires sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tous ces outils connectés qui sont très, très à la mode, que vous voyez tous à la télé, chez vos patients, à vos consultations. Et donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Pascal Defaille qui va un peu nous apporter son expertise sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Walid, merci beaucoup pour l'invitation, merci au CNCH. Alors, je vais partager mon écran et commencer cette présentation. Voilà, on doit bien me voir là. Alors, ma présentation va être sur la thématique suivante, où en est-on du dépistage de l'AFA. Vous verrez qu'il y a pas mal de nouveautés en cette fin 2021, début 2022, donc voilà, avec le soutien de BMS Pfizer, l'Alliance. Alors, pourquoi détecter l'AFA? Parce que vous le savez, 85% des AVC sont d'origine ischémique, et parmi ces AVC ischémiques, 30% sont liés à l'AFA. Donc, c'est énorme, hein, la part de l'AFA dans les AVC ischémiques, et 25 à 40% de cette fibrillation atriale liée aux AVC, c'est le premier symptôme qui entraîne l'AVC. Donc, vraiment, c'est extrêmement important de détecter la fibrillation atriale. Alors, vous vous souvenez de cette étude Framingham, vraiment cette étude Framingham très ancienne, mais qui nous a apporté énormément d'informations et nous a montré que le risque d'AVC à 2 ans était d'autant plus important qu'on était âgé, mais d'autant plus important qu'on présentait de la fibrillation atriale. Et vous voyez que sur les patients âgés, qu'on soit en fibrillation atriale, qu'on fasse de la fibrillation atriale ou non, on a un risque d'AVC qui est multiplié. Donc ça, c'est clair, l'AFA est à risque d'AVC, notamment chez les patients âgés. Alors sur le screening, le dépistage de l'AFA, vous savez qu'il y a des recommandations de 2020 de l'ESC et qui nous disent qu'en fait, on doit, en classe 1, détecter l'AFA, dépister l'AFA après 65 ans, au moins par une prise de pouls, mais encore mieux, par la réalisation d'un électrocardiogramme ou en tout cas d'un tracé électrocardiographique, et c'est typiquement ce qu'on peut obtenir avec une montre connectée ou avec des outils connectés. Il est également recommandé en classe 1, on y reviendra, de regarder les mémoires d'un stimulateur cardiaque pour voir s'il y a des événements rythmiques atriaux. Et puis après 75 ans, il est recommandé en classe 2A de faire du dépistage par un électrocardiogramme pour détecter la fibrillation atriale. Donc après 65 ans, au moins prise de pouls et mieux la réalisation d'au moins un tracé électrocardiographique, et le type même du tracé électrocardiographique, c'est la montre connectée. Et après 75 ans, il faudrait faire un électrocardiogramme systématique. Et puis on parle de FA, vous savez, quand on a au moins 30 secondes de fibrillation sur un tracé. Et on considère en classe 1 que de faire un électro 12 dérivations, ça fait le diagnostic. Et si on n'a pas un 12 dérivations, il faut au moins 30 secondes d'un tracé en fibrillation atriale, que ce soit un Holter ou que ce soit un électro sur un outil connecté. Alors, on sait également que, bien entendu, plus on fait des Holters prolongés, plus on a des chances de détecter cette fibrillation atriale. Vous avez ici une étude sur 7 jours. Vous avez ici, 2014, étude de Gladstone sur des Holters prolongés sur 4 semaines. Au bout de 4 semaines, chez des patients qui ont fait un AVC cryptogénique, donc un AVC sans cause, on arrive à faire des détections de FA dans presque 15%, pour presque 15% des patients. Et puis maintenant, on a donc de nouvelles technologies qu'on va aborder. On a les montres, on a bien entendu les moniteurs implantables, les ILR, on a des patchs Holter prolongés. On va un petit peu voir ce qu'on peut utiliser chez les patients, tout en sachant que, et c'est bien logique, plus on fait des électrocardiogrammes prolongés, plus on fait des Holters prolongés et jusqu'aux outils implantés comme les mémoires des stimulateurs cardiaques, plus on va être exhaustif sur la détection de la fibrillation atriale et voir vraiment la face immergée de cet iceberg qui est la charge, et burden, c'est la charge de fibrillation atriale. Alors,
On va passer assez rapidement parce que ce n'est pas si nouveau que ça, mais vous savez que tous les industriels maintenant nous proposent ou vont nous proposer des ILR, des moniteurs ECG implantables, hein, le Reveal de Medtronic, le Confirm de Saint-Jude, et puis arrive le Lux DX de Boston Scientific. Ils ont à peu près tous la même taille, ils sont très faciles à implanter. Et vous savez qu'ils ont des études qui permettent de les valider dans la détection de la FA, notamment dans les AVC cryptogéniques. Et vous vous rappelez, 2014, c'était cette étude qui s'appelle Crystal AF, de patients de plus de 40 ans qui avaient présenté des AVC cryptogéniques, qui n'avaient pas de FA détecté. Ils ont été randomisés soit avec un Reveal, soit avec le standard des soins, donc pas simplement Holter simple de 24 à 48 heures. On voit bien la différence, elle est hautement significative, puisque les patients à qui on met un moniteur implanté, un moniteur implantable, on leur retrouve une détection de FA à 36 mois, vous voyez, dans presque 30%, pour presque 30% des patients, versus environ 3 à 4% pour les patients qui ont un suivi conventionnel. Mais par contre, il n'y a pas d'études interventionnelles dans le cadre de Crystal AF. On ne sait pas ce que vont devenir ces patients quand on va les anticoaguler. C'est ce qui manque. Alors, il y a d'autres études sur le Reveal. Il y a une étude un petit peu plus récente qui est l'étude Reveal AF, et on retrouve à peu près la même chose. C'est des patients qui sont à haut risque, qui n'ont pas fait d'AVC. Vous voyez, des centres américains, 394 patients. Le but était de détecter des épisodes de plus de 6 minutes à 18 mois, et on voit qu'à peu près chez les patients à haut risque, on arrive à détecter vraiment de façon extrêmement fréquente de la fibrillation atriale de plus de 6 minutes. 40% des patients à 30 mois ont une détection de fibrillation atriale, et encore une fois, que faire et est-ce qu'il faut anticoaguler ces patients? C'est la grande question. Une autre étude récente, ici 2021, c'est vraiment l'actualité, cette étude s'appelle PERDIEM, c'est le Reveal dans la détection de la fibrillation atriale pour des patients qui ont fait un AVC ischémique de moins de 6 mois et qui n'ont pas de FA détecté. On voit également, on retrouve à peu près, vous voyez, à 1 an, une probabilité de faire de la fibrillation atriale dans 15% des cas, alors que quand on leur met des électros externes, on retrouve 5%, donc une différence hautement significative. Mais encore une fois, dans toutes ces études, il n'y a pas d'intervention, donc on ne sait pas s'il y a un bénéfice de les traiter après enregistrement de cette fibrillation atriale. Et puis, dernière étude, c'est cette étude qui s'appelle STROKE-AF. C'est une étude récente également, 2021, pour des patients qui ont fait des AVC liés à une maladie des vaisseaux, hein, une maladie athéromateuse des petits ou des gros vaisseaux, donc a priori même pas un AVC cryptogénique. Et là également, quand on leur pose un Reveal, on retrouve à chaque fois les mêmes chiffres, une détection de FA ici à 12 mois, dans 12%, pour 12% des patients versus à peu près 2% dans le groupe contrôle. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'effectivement, pour ces AVC qui a priori sont attribués à des pathologies artérielles des petits ou des gros vaisseaux, le monitoring avec un Reveal, comparé au traitement conventionnel, détecte beaucoup plus de FA à 12 mois, mais par contre, pour l'instant, il n'y a pas d'études interventionnelles qui permettent de dire que c'est important de détecter cette FA et qu'il faut bien la traiter. Alors, on a deux études récentes de la fin 2021, justement sur l'intervention, et qui sont extrêmement intéressantes. La première publiée dans le Lancet, donc en fin d'année, qui est l'étude de Loop. La question était de savoir si la détection de la FA peut prévenir les AVC chez des patients à haut risque. Vous voyez que c'est des patients entre 70 et 90 ans qui ont un facteur de risque associé. Certains ont fait un AVC, mais qui n'avaient pas fait de fibrillation atriale. Ils ont été anticoagulés ou non anticoagulés par AOD. Et l'endpoint primaire était la survenue d'un AVC ou d'un événement embolique. En fait, le petit p, il n'est pas significatif, mais on a quand même l'impression que c'est une étude danoise. Hein, vraiment, les deux études dont je vais vous parler sont les études nordiques. On voit qu'en fait, les courbes divergent au bout, alors c'est un suivi à 6 ans, elles divergent au bout de plusieurs années, mais elles n'atteignent pas, malheureusement, la significativité. Alors, je reviens dessus. Voilà. Ce qu'on peut dire de cette étude,
c'est qu'effectivement, quand on les dépiste, il y a 3 fois plus de chances de détecter de la fibrillation atriale, mais en tout cas, l'anticoagulation n'entraîne pas de réduction significative du risque d'AVC ou d'événements emboliques. Donc, c'est une étude qui est un petit peu décevante. Et il y a une deuxième étude qui est l'étude Stroke-Stop, donc LOOP-AF, et puis la deuxième étude, c'est Stroke-Stop, publiée également dans le Lancet fin 2021. Et là, c'est une étude suédoise, multicentrique, avec 2 groupes parallèles. Alors, le design est un petit peu plus difficile. C'est des patients de 75-76 ans, de 2 régions de Suède, une région qui est très urbanisée et une région qui est plus une région de campagne. Il y a 2 groupes, un groupe screening et un groupe contrôle. Et dans le groupe screening, il y a un groupe participant, c'est-à-dire qu'ils vont être anticoagulés, et un groupe non participant, ce qui ne va pas être anticoagulé. Et donc, les participants sans FA, c'est les participants qui n'ont, a priori, qui ne sont pas connus pour une FA, et ils ont été dépistés par un électrocardiogramme monopiste, par un outil connecté, 2 fois par jour pendant 2 semaines. Et les épisodes de FA, c'est plus de 30 secondes ou 2 épisodes de 10 à 29 secondes, au moins 30 secondes. Ils ont été anticoagulés si la FA a été détectée dans le groupe participant et ils ont été suivis à 5 ans. Et en fait, là, le petit P est significatif, mais comme dans l'étude Loop, on voit que les courbes, alors ça, c'est les événements deviennent significatifs, donc c'est la survenue d'AVC, ça devient significatif au bout de plusieurs années de suivi. Et pour les endpoints secondaires également. Et là, on voit bien, alors, je vais juste revenir en arrière, l'endpoint primaire était les AVC ischémiques ou hémorragiques, les embolies systémiques et les hospitalisations. Et, voilà. Et en fait, on voit bien que le petit p est très significatif entre le groupe participant anticoagulé versus le groupe non participant ou participant non anticoagulé. Donc, cette étude, quand même, montre un bénéfice de l'anticoagulation quand on dépiste la FA. Ici, c'était par un outil connecté avec un électrocardiogramme 2 fois par jour pendant 15 jours. Donc, ça devient significatif au bout d'un certain nombre d'années, mais en tout cas, c'est une des premières études qui montre un bénéfice de la détection de la FA chez cette population de patients à haut risque. Alors, on a vu ce dépistage par les moniteurs implantés. On a vu là pour cette dernière étude que j'ai classée parmi les études interventionnelles avec des outils un petit peu connectés. On va un petit peu insister sur des outils connectés, mais il y en a plein, des outils connectés. Vous avez ici un panel d'outils connectés qui permettent de détecter la fibrillation atriale. Quand on regarde, il y a plus de 100 000 applications qui sont disponibles de santé qui permettent de détecter la fibrillation atriale. Donc vraiment, ma présentation sera totalement incomplète. Il y a également plein de moniteurs d'activité qui permettent de détecter la fibrillation atriale, mais ils ne sont pas tous parfaits, puisque très peu, finalement, permettent de faire de la détection et de l'électrocardiogramme pour vraiment affirmer qu'il s'agit d'une fibrillation atriale. Alors, le premier outil, mais qui ne se développe pas énormément, parce qu'il n'est pas remboursé, il est relativement cher, c'est les patchs ECG qui permettent de faire finalement du Holter pendant plusieurs semaines. Je vous ai mis un exemple avec un outil qui s'appelle le ZIO. Et puis, il y a une étude dans le JAMA en 2018 qui permet de valider ce ZIO, qui est une sorte de Holter water resistant, c'est-à-dire qu'on peut prendre une douche, on le laisse pendant 14 jours. Il y a une étude sur 2659 patients, et dont l'endpoint était le dépistage d'un nouvel épisode de fibrillation atriale, effectivement à 4 mois. Pour des patients au risque, on retrouve à peu près 4% de détection de FA versus 0,9% quand on ne met pas cet outil. Puis vous avez même dans le JAMA un petit film qui permet de visualiser comment on se pose ce Holter et la facilité à obtenir les tracés. Et puis alors, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus utilisés, moi que j'utilise beaucoup. Je recommande souvent aux patients qui n'ont pas de montre connectée d'acquérir cet outil qui s'achète sur tous les sites comme Amazon et qui est très utile puisqu'il permet avec les doigts de la main d'enregistrer un électrocardiogramme vraiment de très grande qualité et de faire vraiment du dépistage de fibrillation atriale. Cet outil, ça c'est le LiveCore, le Cardia, et il a été validé également par des études, par une étude notamment qui s'appelle REHEARSE EF. On voit bien qu'entre l'utilisation de ce Cardia et le suivi conventionnel, il y a également une différence hautement très significative chez des patients à haut risque. Si le premier endpoint était le temps jusqu'au diagnostic de la fibrillation atriale,
3,8% dans l'outil connecté versus 1% pour le conventionnel, mais pas de différence parce que le suivi était trop court sur le plan des AVC et des événements thromboemboliques. Et puis, je vais insister sur un outil qui, je pense, est vraiment extrêmement utile, qui sont les montres connectées, ce qu'on appelle les smartwatches, et qui permettent, pour certaines, d'obtenir du suivi et de l'électrocardiogramme connecté. Alors, vous savez que sur le plan automatique, elle fonctionne avec ce qu'on appelle un photoplétismogramme, c'est-à-dire un outil qui permet de détecter l'onde de pouls et donc le battement qui soit régulier et irrégulier, et avec des algorithmes, ces algorithmes qui permettent avec une relative sécurité, fiabilité, de détecter la fibrillation atriale. Mais le mieux, c'est quand même de détecter la fibrillation atriale et d'obtenir des électrocardiogrammes comme ces 3 montres. Et j'ai l'impression que pour l'instant, il y a pratiquement que ces 3 montres qui permettent de détecter vraiment l'électrocardiogramme. Alors, la référence, c'est l'Apple Watch. Alors, il y a également une montre connectée qui est une Samsung. Et puis, il y a une Withings, qui est un outil français, et qui, moi, j'ai la surprise de voir que des patients, de plus en plus de patients, parce que c'est beaucoup moins cher, ça ressemble plus à une montre en plus. Moi, j'utilise beaucoup celle-là, mais de plus en plus de patients acquièrent ce type de montre, et vous voyez que l'électrocardiogramme est extrêmement bon. Il suffit de mettre son doigt sur l'électrode qui est sur le côté de la montre et on obtient un D1 de très bonne qualité. Alors l'avantage, je dirais, dans mon expérience entre les 3, celle-là je ne la connais pas bien, mais entre les deux permettent d'obtenir de bons électros. Je vais vous montrer des exemples d'électrocardiogramme. L'Apple a comme avantage quand même que quand on ne connaît pas ce qu'est un électrocardiogramme, elle a très peu de parasites et on peut faire vraiment des électros dans toutes les positions, alors que la Withings, il faut quand même savoir ce qu'est un électrocardiogramme pour pas qu'il y ait de parasites. Alors, voilà, l'Apple Watch, elle a été validée par un certain nombre d'études, vraiment dans les revues cardiologiques. JACC 2018, sur le plan de la sensibilité, spécificité, vous voyez, c'est absolument excellent. Le diagnostic, et là, c'était uniquement par la plétismographie, ce n'était pas par l'électrocardiogramme. Et puis, il y a une étude, qui est l'Apple Earth Study, qui a été publiée dans le New England, vous voyez, 420 000, pratiquement 420 000 participants suivis à 12 mois, avec le diagnostic par l'algorithme, par la plétismographie et pas par l'électrocardiogramme. Et en fait, les patients chez qui ont été détectés par plétismographie, ça a été confirmé par des patchs qui ont confronté l'analyse de la plétismographie et des patchs. Et l'AFA a été confirmée dans 34% pour 34% des patients. Donc, alors, vous allez me dire, c'est un peu décevant parce que 153 dépistages de FA sur plus de 420 000 patients pour lesquels qui ont été inclus dans cette étude, 0,04%. Tout ça pour ça, mais en tout cas, ça a permis de valider l'algorithme. Et ce qu'on voit dans cette étude, c'est que ce dépistage il est beaucoup plus. Il y a eu des populations avec des âges extrêmement variés, au-dessus de 22 ans. Donc, on imagine que très peu de FA dans ces sous-groupes de patients très jeunes. Mais on voit bien qu'au-dessus de 65 ans, c'est là qu'on a le plus de détection de fibrillation atriale par des notifications de pouls irréguliers. Et puis, de la même façon, Huawei a fait une étude avec sa montre, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, la montre Huawei, que je ne connais pas bien, et dans une étude qui s'appelle MAFA2, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a été publiée dans le JACC en 2019, et elle confirme exactement la même chose. Tous les constructeurs, tous les industriels ont des outils qui ont permis, et des études qui ont permis de confirmer la bonne détection, notamment par la plétismographie. Là, je vous montre un exemple de Apple Watch. C'est mon bras avec ma montre. Je suis en rythme sinusal. Et donc, ça confirme avec une interprétation automatique du rythme sinusal. Vous avez ici la transmission d'une FA sur un smartphone où on voit bien, on peut faire défiler et vraiment confirmer qu'il s'agit d'une fibrillation atriale. Ici, un patient qui était venu me voir et qui est en fibrillation atriale dépisté par une Apple Watch. Vraiment, je crois qu'on n'a aucun doute. Quand on voit une fibrillation sur une montre connectée, on n'a aucun doute pour confirmer, c'est un D1, qu'il s'agit d'une fibrillation atriale. Ici, vous avez un autre exemple d'un dénommé Denis qui n'arrivait pas à enregistrer sa fibrillation. Et finalement, on n'a plus besoin il n'est plus nécessaire de lui remettre des holters répétés, puisque simplement avec une montre connectée,
mais on fait le diagnostic et les patients, on peut même, très souvent maintenant, on va jusqu'à l'ablation uniquement à partir d'un diagnostic par un diagnostic de montre connectée. Et puis ici, par contre, il y a des faux positifs, parce que là, c'est une Apple Watch d'une jeune, enfin d'une femme plus si jeune, une patiente, on va dire, qui a un diagnostic de fibrillation atriale, une fibrillation auriculaire, il faudrait changer le terme d'ailleurs. En fait, quand on regarde, on peut redresser le diagnostic, puisqu'il ne s'agit pas de fibrillation, mais ici, uniquement d'extrasystole bigéminée. Donc, il peut se planter et faire attention de ne pas faire du surdiagnostic, parce qu'on peut aller redresser le diagnostic, parce que c'est un électro qui est tellement bonne qualité qu'on arrive à redresser le diagnostic. Et puis, je crois que j'ai encore quelques... Ici, un autre exemple d'une patiente qui croyait que c'était une fibrillation atriale. En fait, c'est une tachycardie. Elle a pris la montre de son mari. Elle s'appelle Florence, mais elle a pris la montre de Jean-Michel. Donc, la montre peut servir pour toute la famille. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas de fibrillation atriale, mais qu'il s'agit d'une tachycardie jonctionnelle. Les mêmes poignets droits avant vomissement. Ce n'était pas bien toléré. Et voilà des exemples de Wheezings. Le Wheezings, c'est de très bonne qualité. Moi, j'en ai de plus en plus qui viennent avec le Wheezings. C'est très récent. C'était le 18 janvier dernier. C'est un patient qui est venu, qui se plaignait de palpitations. On voit bien qu'on peut vraiment confirmer. Il y a un petit peu plus de parasites, mais on peut confirmer qu'il s'agit vraiment d'une fibrillation atriale. Et puis, un autre patient, d'ailleurs, qui a eu une ablation ce matin, et sa fibrillation atriale, elle a été diagnostiquée par sa montre connectée. Vous voyez qu'enregistre vraiment peut vraiment affirmer qu'il s'agit d'une fibrillation atriale. Alors voilà quelques exemples. Je pense qu'il faut quand même dire, et ça c'est bien relevé par les guidelines de l'ESC sur la fibrillation atriale, qu'il faut faire attention dans le dépistage. Il y a bien sûr beaucoup plus de bénéfices. Les bénéfices, c'est de prévenir les AVC, bien sûr, de faire du diagnostic et d'aller jusqu'à des traitements qui vont vraiment améliorer les patients. Mais il faut faire attention aux risques, et les risques, c'est les surdiagnostics, les overstress, le stress lié au diagnostic d'une arythmie. Il y a même des papiers, des études sur le stress lié au diagnostic d'arythmie par les outils connectés. On a les gens qui finalement s'enregistrent toute la journée, ils ont le doigt sur leur montre. Faire très attention de ne pas devenir complètement obsessionnel du dépistage de la fibrillation atriale et pas de surtraiter, d'anticoaguler une fibrillation atriale qui n'est pas une fibrillation atriale et d'avoir des événements indésirables liés aux anticoagulants. Et puis, je vais finir juste par un petit point, parce que ça reste dans le cadre du dépistage, c'est le dépistage qu'on appelle les EHRE, qui sont les événements atriaux de haute fréquence détectés par les mémoires implantées des stimulateurs et des défibrillateurs. Attention, quand ils ont une sonde atriale, parce que quand ils n'ont pas de sonde atriale, je pense que vraiment, il faut faire très attention au dépistage de la fibrillation atriale uniquement par des irrégularités de RR. Et donc, alors, vous savez qu'il y a quelques années, on disait qu'à partir de 6 minutes, il fallait anticoaguler. Je pense qu'on n'en est plus là. On n'en est plus là maintenant. Et il y a un très beau tableau dans les guidelines de l'ESC où il faut juger en fonction du score de Schatzewasc et en fonction de la durée. Et en fait, si on a un score de Schatzewasc entre 0 et 1, on va dire que c'est, comme disent les recommandations, un innocent bystander, c'est-à-dire que c'est vraiment un marqueur, mais qui n'a pas d'importance dans le risque du patient, comme un badaud, qui regarde et qui n'a aucune influence sur ces événements. Et puis, par contre, quand le score de Schatzewasc est pour ces patients-là, il est probable qu'avant d'anticoaguler, il faut avoir des événements beaucoup plus prolongés, probablement de plus de 24 heures. Alors qu'en fait, pour les patients à haut risque, quand les scores de Schatzewasc supérieurs à 2 ou 3 chez la femme, à ce moment-là, il est probable qu'il faut prendre moins, entre 1 heure et 24 heures, mais en tout cas pas 6 minutes. Tout ça, rapidement, c'était basé sur une étude qui s'appelle ACERT, qui était de 2012, qui nous avait un peu affolé, puisqu'elle montrait une différence significative à 6 minutes, mais en fait, au fur et à mesure, cette étude elle a été revue, et on voit bien qu'en fait, ce qui est significatif sur le plan de l'anticoagulation et de la diminution du risque d'AVC, c'est à partir de 24 heures de fibrillation atriale dans les mémoires. Vous voyez que le hasard ratio est significatif à partir de 24 heures. Et l'autre élément pour lequel on insiste toujours et qui prête à polémique, c'est qu'en fait, dans toutes ces études sur les mémoires implantées, il n'y a pas de relation temporelle, il n'y a pas toujours de relation temporelle
entre la survenue de l'AFA et la survenue de l'AVC. En fait, l'AFA, elle va entourer l'AVC, mais elle ne va pas forcément être juste avant l'AVC. Donc, c'est peut-être dans ce contexte plutôt un facteur du risque d'AVC, mais d'une sorte de myopathie atriale, d'existence d'une myopathie atriale plutôt qu'un facteur de risque direct de l'AVC. Et je crois que dans ces mémoires implantées, il va falloir, concernant les études interventionnelles, attendre les résultats de 2 études qui sont Artesia et NOAA-AFNET. On n'a pas encore le résultat de ces études interventionnelles avec les AOD. Voilà, je vais conclure sur le dépistage de l'AFA en disant que vous voyez qu'on a vraiment un certain nombre d'outils. On a une petite faute ici. On a les montres connectées, on a le CG ambulatoire, les ECG comme le Cardia, on a le Holter standard, on a le Holter long terme, et on a les ILR comme le Reveal. Et vous voyez qu'ils ont tous leurs avantages pour certains types d'arythmies. Ils ont tous un certain nombre de limites. Certains sont remboursés, d'autres ne sont pas remboursés, comme les smartwatches. Bien entendu, pour acheter une Withings ou une Apple Watch, il va falloir la payer. Il ne va pas falloir attendre que la sécurité sociale nous rembourse une montre. Mais en fait, vous voyez qu'il est probable, il est clair que le plus complet, c'est le Reveal, bien entendu, mais c'est un outil implanté. Et je pense que tous ces outils sont utiles. Et moi, je crois beaucoup à ces outils-là qui sont la montre connectée ou à l'ECG ambulatoire avec des outils comme le Cardia. Vous voyez que on peut faire maintenant du dépistage de masse, mais ça correspond en fait au dépistage de masse de la population. Le problème, c'est quoi faire de ces données. On va avoir beaucoup de données. Il va falloir qu'on ait des centres de télésurveillance, qu'on les a déjà, mais qui récupèrent toutes ces données et qui les gèrent. Ça ne va pas être à nous de les gérer parce que ça sera beaucoup trop compliqué. Les montres connectées, je vous en ai beaucoup parlé, sont utiles pour le diagnostic de l'FA, mais s'il y a des symptômes, pas pour la charge de FA. Le Cardia, les autres objets connectés, également pareil, utiles si FA symptomatique, ou alors c'est le hasard, mais pas pour la charge. L'ILR, c'est l'outil le plus efficace pour le diagnostic et la charge. C'est plus cher, c'est remboursé. Mais la télécardiologie de l'ILR, elle est c'est un mauvais terme, time consuming, parce que c'est utilisé, il y a beaucoup de faux positifs, et il n'y a pas de remboursement, vous savez, de la télécardiologie des moniteurs implantables pour l'instant. Et puis, les résultats des études interventionnelles, on commence à les avoir. L'étude Loop, un peu surprenant, probablement décevant, mais probablement que si on attend plus, si on les sélectionne plus, à mon avis, elle serait positive. Extra Stop, plus intéressant, plus que positive. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était un petit peu long peut-être. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup Pascal pour cette excellente revue. Donc j'ai plusieurs questions à te poser. Donc on est bien d'accord que l'ECG enregistré par une montre connectée est un ECG. C'est-à-dire que ça rentre pas dans les AHRE. C'est un ECG. C'est vraiment un ECG. C'est un vrai ECG. Ce n'est pas une reconstruction. Il y avait à une époque des reconstructions de simili-électrocardiographiques. On a même connu des mémoires de stimulateurs. On se rappelle Vitatron, qui reconstruisait. On croyait que c'était un électro, il était trop beau pour être vrai. C'était un faux électro, c'était simplement du RR qui était reconstitué. Mais donc là, c'est vraiment de l'électro. C'est du D1. On peut même, si on veut, le mettre sur sa jambe et faire un D2. Et on peut même faire un certain nombre de tracés, un peu plus avec des positions un peu excentriques. Mais quand on met le doigt sur la montre, on a un magnifique D1. Ils ont même sorti le Cardia 6L avec les 6 dérivations périphériques. Absolument. Qui va être plus ou moins intéressant à certaines indications. Je n'en ai pas l'expérience de faire des 6 dérivations. Tu l'as dit, le Holter implantable, c'est vrai que ça nous change la vie dans le bilan d'AVC, mais c'est vrai que ça génère énormément d'alertes, de fausses pauses, de fausses arythmies. C'est vrai que c'est énormément. Tu reçois les messages, tu te connectes. Alors d'habitude, tu ne reçois rien, mais sur le Holter implantable, ça consomme du temps. Exactement. C'est pour ça que je pense d'une part, il faut l'utiliser à bon escient. Il va falloir, et ça arrive, qu'il y ait des algorithmes de triage beaucoup plus performants qui permettent de gagner du temps. Parce que moi, je vois notre équipe de télécardiologie, là, elle passe le temps le plus important qu'elle passe, c'est sur les mémoires implantées des Reveal et pas forcément sur les défibrillateurs ou les pacemakers. Alors, quel est ton algorithme ? J'ai une question pratique. Est-ce que, par exemple, dans un bilan post-AVC qui sort de l'UNV, si on te demandait ton avis à toi, si on n'a pas de cause, est-ce que tu serais plutôt interventionniste ou est-ce que tu ferais l'étape
Holter, puis Holter longue durée, puis avant d'arriver à l'implantable. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut aller plus vite à l'implantable? Moi, je crois qu'il faut aller plus vite à l'implantable. En post-AVC inexpliqué, notamment chez quelqu'un de relativement jeune pour lequel on ne trouve rien, il faut aller à l'implantable. C'est vraiment l'outil vraiment qui est le plus exhaustif, même si ça prend du temps, il faut trier tout ce qu'on enregistre, mais c'est quand même l'outil le plus complet et qui permet d'avoir une vision exhaustive. Je crois que, puis de toute façon, c'est là qu'on a les recommandations de mise en place de ce Holter implantable. Je crois. On en met de plus en plus. Hein. Et alors, les montres connectées, est-ce que toi, finalement, ou Cardia d'ailleurs, finalement, est-ce que toi, tu les utilises pour le bilan de palpitation alors? Absolument. Je ne crois pas qu'ils aient vraiment la place, hormis le dépistage primaire de quelqu'un qui n'a pas fait d'événement. Et je crois que ça, c'est très utile. Moi, je suis persuadé qu'après 65 ans, d'avoir une montre connectée et se faire un électrocardiogramme régulièrement, c'est très utile. Ça permet de dépister des FA asymptomatiques et ça, c'est très utile. Mais c'est de la prévention primaire. Plutôt, c'est pas de la prévention secondaire quand on a déjà fait un AVC. Donc, première indication, et l'indication, la grande indication, comme tu l'as dit, Walid, c'est le dépistage de palpitations. Et ça nous aide énormément sur le dépistage, sur le diagnostic des palpitations. Ça, c'est clair. Et ça nous évite un certain nombre d'examens inutiles, longs, fastidieux, qui n'aboutissent pas toujours à un diagnostic. Ça évite également les explorations, entre guillemets, pour des palpitations non enregistrées. On ne devrait même plus avoir à faire des explorations pour des palpitations non enregistrées ou des tachycardies non enregistrées parce qu'on a tous les moyens pour enregistrer maintenant les palpitations, les tachycardies. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, comme les tracés que tu as montré, le patient qui vient avec son diagnostic, il a de la FA ou il a une tachycardie fonctionnelle, tu sais déjà ce qu'il a. C'est juste génial. Ouais, non, mais je te rejoins entièrement. Et pour un certain nombre de patients qui ont des symptômes, on n'enregistre rien et on peut leur dire que c'est rien. Ah oui, ça c'est génial, exactement. Et alors, dans le lot, juste pour finir, il y a quand même les angoissés de la vie. Il y a quelques-uns qui sont des torturés, c'est-à-dire le moindre parasite, il t'envoie. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit danger à être un peu surchargé de travail Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense qu'il ne faut surtout pas leur donner notre mail personnel, que ça doit arriver sur une boîte mail centralisée. Moi, je le vois bien sur ce qu'on est nous en train de faire. Ça fait partie du travail de la télécardiologie et d'avoir des boîtes mail qui recueillent et qui font déjà le tri en amont, parce que ce n'est pas à nous de faire ça. Vraiment, je crois vraiment à la délégation de tâches là-dessus. Oui, exactement. C'est génial. Vraiment, merci Pascal. C'était super d'avoir cette super présentation et puis cet échange sur l'utilisation pratique de ces outils connectés qui sont en train de changer la pratique. Merci encore à tous. Merci à l'Alliance du soutien. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire. Bye, Pascal. Merci beaucoup. Merci.